Bonjour, bienvenue à Prochaine Adresse. Mon nom est Laurence Desbiens. Je suis agente aux communications pour le pôle régional en économie sociale Essor 02. Je suis en compagnie de Raymond Rouleau, président, et Guillaume Bouchard, directeur aussi du pôle régional en économie sociale de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Essor 02. Bonjour Laurence. Bonjour Laurent. Pour commencer, Guillaume, est-ce que l'économie sociale, ça mobilise les gens? En fait, par principe simple, l'économie sociale se doit de mobiliser les gens puisque ça répond à un besoin de la collectivité. Donc, on ne peut pas partir une entreprise d'économie sociale si on n'a pas nécessairement l'appui de la collectivité, l'appui de la population. Elle doit se mobiliser aussi pour répondre à un besoin qu'elle a autour d'elle. Il y a plusieurs beaux exemples dans la collectivité de Maria-Chapdelaine, mais il existe aussi des maillages entre les entreprises d'économie sociale parce que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin, puis on le voit aussi pour les entreprises d'économie sociale. Et d'ailleurs, M. Rouleau, est-ce que vous avez un exemple de mobilisation entre les entreprises d'économie sociale? Bien, écoutez, le pôle a mis en place 5 tables de concertation, une par MRC, pour justement permettre aux différentes entreprises d'économie sociale de s'enrichir les uns les autres. Alors, c'est un peu une approche territoriale, une approche milieu, et avec justement toutes sortes de petites initiatives qui font en sorte que, par exemple, lorsque l'épicerie locale le propriétaire de l'épicerie locale décide de fermer parce qu'il n'y a pas de relève, bien, un collectif peut prendre le relève et justement assurer le service essentiel qui est d'avoir une épicerie. Par exemple, aussi, on peut avoir le service aux personnes âgées. Quand le gouvernement nous dit, ben écoutez là, le service aux personnes âgées géré par le gouvernement, ça coûte trop cher, ben on peut former un collectif au sein de la collectivité qui va justement prendre le relais gouvernemental et assurer un service aux personnes âgées. Bref, l'économie sociale bien regroupée au niveau de chacune des MRC permet justement une meilleure enrichissement les uns des autres, de sorte que les bons coups des uns bien, deviennent aussi des éléments structurants pour les autres. Voilà. Et vous avez parlé des tables locales. Là. Dans le fond, les tables locales, c'est pour proposer des pistes de solutions à certains problèmes? Tout à fait. En fait, c'est une table locale par MRC et lorsque, justement, certaines entreprises sont en difficulté, ben, ils peuvent tirer profit des bons coups des autres. C'est la façon de, justement, de permettre un meilleur équilibre dans le savoir-faire, dans les savoirs pratiques les plus profitables. Et ça s'adresse vraiment aux entreprises d'économie sociale. Moi, si je ne travaille pas pour une entreprise, est-ce que je peux quand même aller à la table locale? Écoutez, là, on a différentes ressources. Alors, si tu as un service à offrir, tu peux carrément, qui pourrait être au service des entreprises d'économie sociale, tu peux demander d'être présente à l'occasion. Mais c'est sûr que c'est d'abord davantage un regroupement d'entreprises d'économie sociale. Et est-ce que vous pouvez me donner un exemple de mobilisation citoyenne? En fait, à Saint-Stanislas, dans la région, il y en a un. Ils ont transformé l'église en lieu totalement citoyen. Ça appartient maintenant à la ville. Et ils ont transformé l'ensemble de l'église, après des consultations populaires, en mur d'escalade, salle de visionnement pour des films. Ils ont un restaurant qui prête en concession. Même la bibliothèque municipale est rendue à l'intérieur de cette bâtisse-là. La ville s'est donné les moyens, avec une mobilisation citoyenne, de redonner un lieu de vie qui aurait pu être démoli autrement à la population parce que celle-ci s'est mobilisée autour d'enjeux afin de trouver une solution innovante pour répondre à des besoins de la collectivité. Un modèle collectif qui fait en sorte qu'on peut garder nos services de proximité.
Voilà. Et merci beaucoup à vous. Merci, Laurence. Tant qu'à nous, on s'en va visiter 2 entreprises d'économie sociale de la MRC de Maria-Chapdelaine. La Corporation de soutien économique, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1994. On l'appelle, en fait, c'est un long nom, hein, la Corporation de soutien économique de Péribonka. On le raccourcit en le disant la COSEP. Donc, ça se peut que je dise la COSEP, donc c'est pour ça. La corporation existe depuis 1994, ça fait très longtemps. Au départ, là, ça a été constitué pour promouvoir les activités de la municipalité de Péribonka. Donc, on parle du camping. Au départ, c'était vraiment juste le camping. Et puis là, de fil en aiguille, les services, les attraits de la municipalité de Péribonka se sont développés. La mission de l'organisme, en fait, c'est de développer et d'opérer les attraits touristiques de la municipalité de Péribonka. On parle du camping, de la marina, de la navette nautique, puis du restaurant Le Bistrot Pub Péribonka. Donc, ces 4 services-là, en fait, sont opérés par la COSEP, mais appartiennent à la municipalité de Péribonka. Fait que c'est vraiment comme un partenariat entre la municipalité et la corporation. Il faut dire que la corporation est complètement indépendante, toutefois, avec un conseil d'administration. Les services au camping, on a de la location de terrain, on a de la location d'hébergement aussi, des prêts à camper et puis des chalets. On a également une piscine, un mini-golf, des jeux d'eau pour les enfants, un parc. Fait que c'est un endroit vraiment apprécié pour les saisonniers, la famille. Pour ce qui est de la marina, on a de la location de kayak pour des saisonniers et aussi des gens de passage de courte durée. On a des kayaks, on a des paddleboards, donc ça, c'est pour les services de la marina. Il y a aussi un service d'essence là, pour les plaisanciers. Pour ce qui est de la navette nautique, on offre le transport de Péribonka à la Pointe-Taillon, donc le parc national à Pointe-Taillon, qui se divise en 2 secteurs. On a la Pointe-Chevrette et puis l'île Bouliane. L'île Bouliane, c'est vraiment réservé exclusivement pour les campeurs. Le restaurant Bistrot Pub Péribonka est ouvert en période estivale du mois de juin jusqu'à la fête du travail. Donc, on offre, il y a une terrasse à l'extérieur et puis un menu, je dirais, casse-croûte pour l'instant. Donc, ça, c'est pour le service. Puis, on est directement situé sur la véloroute des Bleuets, ce qui est bien parce que les cyclistes passent juste devant et puis ça fait une halte idéale là, pour les cyclistes qui passent souvent entre Alma et Dolbeau-Mistassini. La corporation engage à peu près une trentaine d'employés chaque année. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est majoritairement des résidents du village de Péribonka. Et puis, ces gens-là travaillent à peu près là, du mois de mai au mois de septembre. Puis, en grande majeure partie aussi, c'est des gens qui reviennent d'année en année. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Ça fait une belle dynamique. Comment on gère ce personnel-là, en fait, c'est qu'il y a la directrice générale qui dépend du conseil d'administration. Et puis, la directrice travaille avec un responsable par plateau, donc par plateau, par département, en fait. Donc, il y a un responsable au camping, au restaurant, à la marina et à la navette. Et puis, chaque responsable s'occupe de son équipe qui est sur le terrain. Les membres de la corporation sont les personnes âgées de 18 ans et plus de la municipalité de Péribonka, tous les résidents, en fait, âgés de 18 ans et plus, les saisonniers du camping et les saisonniers de la marina de Péribonka. Puis c'est certain qu'on les invite à l'Assemblée générale annuelle à chaque année, mais ces gens-là aussi peuvent profiter de tarifs préférentiels. Là, si on prend par exemple un résident de la municipalité de Péribonka, bien, il peut avoir un rabais là, pour la navette nautique, il peut avoir une passe familiale pour des activités, là, le mini-golf, la piscine, etc., à moindre coût. Donc, ça peut être intéressant pour eux. Puis les saisonniers de la marina, par exemple, ils ont un tarif réduit pour la location d'un quai saisonnier. Grosso modo, je dirais qu'on a environ 700 membres. Donc, si on calcule là, à peu près 500 habitants de Péribonka, une centaine au camping, une centaine à la marina, donc 700 membres en tout. La COSEP a un conseil d'administration formé de 9 administrateurs. Puis ce qui est vraiment le fun avec ces 9 administrateurs-là, c'est qu'ils viennent de milieux tous à peu près différents. On a une personne qui est représentante du camping, une personne qui représente la marina,
Les autres administrateurs, c'est des résidents du village et on a aussi 2 conseillers municipaux qui sont attitrés là, pour siéger sur notre conseil d'administration. Fait qu'on a des gens de milieux très variés, c'est vraiment le fun, on se rencontre à peu près aux 6 semaines. Et puis, je pense que c'est ça qui fait la force là, du conseil d'administration, c'est que c'est des gens qui ont toutes sortes d'expériences, puis d'âge, tous de tranches d'âge différentes. Fait que ça fait des rencontres vraiment stimulantes. La Corporation de soutien économique, en fait, a choisi le modèle pour assurer une saine gestion des attraits touristiques. Donc, comme une municipalité ne peut pas nécessairement générer de profit avec un restaurant, une marina, un camping, ils ont décidé de créer la Corporation de soutien économique de Péribonka pour, en fait, assurer une saine gestion des attraits touristiques. Donc, de cette façon-là, les attraits sont gérés par des gens du village. Donc, le conseil d'administration est composé de gens du village, notamment, qui assurent une cohérence, en fait, dans le développement de ces attraits touristiques-là, pour être sûr et certain que le développement va dans le sens, en fait, des besoins de la collectivité. La COSEP génère des profits à la fin de son année. Ces profits-là vont être réinvestis dans la communauté. Donc, il n'y a personne qui se met de l'argent dans les poches. C'est le principe de base, en fait, de l'économie sociale. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est réinvesti dans l'amélioration des attraits touristiques, puis même dans le développement de nouveaux services. Tu sais, par exemple, on remarque qu'il y a des kayaks en location à la marina. Bon, on a une demande pour des paddleboards, des planches à pagaie, en bon français. Fait qu'on achète des planches à pagaie pour assurer le développement, en fait, puis que les services répondent aux besoins de la collectivité et des touristes de passage également. La COSEP surfe présentement sur une vague, sans vouloir faire de jeu de mots avec la rivière, mais je crois qu'on est sur une bonne lancée du côté des activités de plein air puis du tourisme. Si on pense là, à la pandémie présentement, les gens ils ont vraiment sentent le besoin de faire des activités à l'extérieur, de redécouvrir leur Québec. Donc, avec les attraits touristiques, les services qu'on offre, je pense que ça peut juste faire en sorte qu'on va attirer de plus en plus de gens et être de plus en plus connus. Puis l'organisme, en fait, est toujours à la recherche de nouvelles idées. On a vraiment un souci d'amélioration constante. D'abord, d'améliorer nos attraits touristiques qu'on a présentement pour assurer une qualité du service. Et puis, on reste toujours également à l'affût des nouveautés qui pourraient être développées là, au cœur du village. À la base, d'avoir un conseil d'administration solide et puis un conseil d'administration diversifié, c'est la clé d'une belle entreprise d'économie sociale. Donc, si à la base, les administrateurs sont dévoués, sont dynamiques, sont créatifs, je pense qu'il y a là, en fait, une plus grande chance d'avoir une entreprise d'économie sociale qui fleurit bien. Un autre conseil que j'aurais à donner, en fait, c'est d'agir dans la transparence. Tout simplement parce qu'un organisme à but non lucratif, bien, à la base, c'est un organisme qui se veut être démocratique. Et puis, si on donne la parole aux membres, si on donne la parole, la chance aux administrateurs aussi de donner leur avis, tout dans la transparence, je pense qu'on a plus de chances d'avoir la collectivité de son côté là, au moment de développer des nouveaux services. En un mot, pour moi, l'économie sociale, ce serait unité. Parce que, en fait, l'entreprise d'économie sociale existe pour combler un besoin dans la collectivité. Donc, si tous ensemble, on va vers un même but commun et on est unis dans la démarche, c'est là qu'on s'assure d'avoir un organisme qui est en santé. Il y a 10 000 ans, quand le lac La Flamme a baissé, mais je vais aller moins loin que ça, il y a eu quand même une occupation autochtone ici pendant quelques milliers d'années. On a retrouvé des artefacts d'au moins 3 000 ans. Mais la première occupation que je vais appeler sédentaire, là, parce que les Autochtones, ils passaient ici, ils restaient un peu de temps puis ils partaient, c'était à la fin des années 30, début 40. C'est M. Lemay qui
qui a racheté la place de ce qui est l'ancêtre de Rio Tinto, Alcan et Saguenay Power à l'époque. Puis il avait installé un chalet, puis il y avait plusieurs petites maisonnettes, où c'est qu'il louait des gens pour venir pêcher. Nous, en 72, il y a une gang de jeunes d'Alma, puis des campagnes environnantes, là, à l'époque du retour à la terre, qui sont venus ici pour partir en auberge jeunesse. Ils ont loué la place en 72 et en 73. Puis en 74, il y a quelqu'un qui a acheté l'île pour faire son chalet. Les gens, là, ils sont réveillés, on dit, bien voyons, on a un super endroit. Fait ils ont créé la compagnie, la corporation de l'île du Repos. À l'époque, c'était culturel, artistique et social d'Alma. Et puis, avec objectif de racheter la place pour pérenniser l'auberge jeunesse. Fait qu'en 75, ils sont revenus, ils ont acheté la place, puis ils sont revenus. Et puis là, ça a commencé auberge jeunesse principalement. Puis dans les années 80, on faisait des spectacles sur la galerie là-bas. Et puis à un moment donné, on s'est dit, peut-être qu'on devrait faire ça un petit peu plus sérieusement. Fait qu'on a décollé une saison de spectacle en 84, qu'on a appelée Généralement Ensoleillé. Et puis, d'un fil à l'autre, ça nous a amené à tout reconstruire l'île du Repos au complet pour arriver aujourd'hui avec une salle de spectacle professionnelle de 140 places, 6 pavillons d'hébergement pour une cinquantaine de lits, 70 places, 75 terrains de camping, etc. Un restaurant de 90 places avec les terrasses, etc. Nous, ici, on a comme 5 entreprises dans une. On a au départ de l'hébergement touristique, en chalet principalement, en chambre dans des chalets, des chambres privées. On a un terrain de camping, comme je disais. On a le restaurant, on a le bar, puis on a la salle de spectacle. Mais en fait, c'est comme 5 entreprises différentes fusionnées dans une seule. Puis c'est l'ensemble de tout ça qui fait que ça fonctionne. Parce que c'est pas sûr que, mettons, juste la salle de spectacle en dehors des villes, ça fonctionnerait tout seul. C'est pas sûr qu'un petit camping comme on a, ça fonctionnerait tout seul. Peut-être que l'hébergement, oui. Pas sûr qu'un restaurant seul. Mais l'ensemble, là, les 5 ensemble, c'est ça qui nous permet de perdurer. Parce que quand une année, ça va bien dans un, ça aide l'autre qui va peut-être moins bien. Au point de vue de la gestion quotidienne, bien là, c'est une équipe. Il y a une direction qui est le lien entre le conseil d'administration puis les employés. Puis bon, le conseil d'administration n'a qu'un employé, c'est le directeur général. Puis le directeur général, bien là, c'est 25-30 employés qu'il doit gérer. Mais c'est sûr qu'au niveau de la direction, il doit une reddition de comptes qui se fait envers le conseil d'administration. On a à peu près 110 membres. Bon, là, à peu près, là, parce que ça varie. Il y en a des nouveaux qui embarquent, il y en a qui partent. Bon, il y en a qui partent pour toujours parce qu'ils sont rendus au ciel, comme on dit. Mais on a des nouveaux qui viennent et des jeunes. Nos membres viennent, une bonne partie des gens de la région, du Lac-Saint-Jean, un petit peu du Saguenay, mais on a aussi des membres à Québec, à Montréal. On a déjà eu des membres en Ontario, en France, en Suisse, des gens qui sont intéressés au concept de notre auberge, le fait que c'est en nature, qu'il y a une vocation culturelle, que c'est un lieu public, que l'objectif, c'est pas de faire de l'argent, mais de continuer à offrir ce service-là. C'est des gens qui sont intéressés à ça. Il y en a qui sont intéressés spécifiquement par la culture. Il y en a d'autres qui sont membres ici parce qu'ils viennent camper à tous les étés, puis les autres qui aiment, c'est entretenir les plates-bandes ou des choses comme ça. Chacun a sa motivation, mais globalement, l'île du Repos, c'est comme un personnage. Puis les gens tombent en amour avec ce personnage-là, puis c'est pour ça qu'ils veulent devenir membres. Parce qu'ils aiment ce que c'est, ce que ça représente, le personnage d'Île du Repos. On entretient des relations par courriel occasionnellement, mais on a aussi un groupe Facebook réservé aux membres. On a plusieurs communications par année. Bon, après ça, c'est sûr, on a une assemblée générale. On maintient beaucoup de contacts. On se voit dans différents événements.
Écoute, si par exemple, je vais faire un tour à Montréal, je vais aller chez des gens qui sont des membres de l'île du Repos pour les voir, les visiter. La même chose, eux autres, s'ils viennent à Chicoutimi, ils vont venir nous voir. Ceux de Québec, tu sais, c'est comme une grande famille. Notre objectif, premièrement, c'est de donner des services à la population à un prix abordable, puis dans des domaines social et culturel. C'est comme le tourisme, la promotion du tourisme qu'on fait est beaucoup plus vers le tourisme social. C'est des gens qui viennent en tourisme pour rencontrer des gens, pas juste pour voir des paysages ou visiter des événements. Et après ça, au niveau culturel, mais c'est pareil, on est dans un milieu rural ici. Dire, les villes sont à 40-45 km. Fait que d'offrir une programmation culturelle en milieu rural, il n'y en a pas beaucoup des diffuseurs au Québec qui ont une situation comme ça. Habituellement, les gens sont collés à une municipalité, à un village ou dans des villes. Fait que ces deux aspects-là, le tourisme social, le volet culturel, le volet abordabilité, c'est pour ça qu'on garde du camping en tente, qu'on garde des dortoirs pour que ceux qui ont moins les moyens puissent venir ici. Fait que tout ça, c'est tout ça pour dire qu'en réalité, on n'a pas choisi d'être une entreprise d'économie sociale. On s'est aperçu qu'on était une entreprise d'économie sociale, puis on l'a bien assumé. La gestion participative, là, ça fait partie de l'essence de la chose. On a un conseil d'administration qui est formé de 9 personnes. Puis on a des catégories. Alors, les travailleurs, ils ont droit à 3 postes au sein du conseil d'administration. Et puis après ça, les utilisateurs du site ont droit à 5 postes, 4 postes, au sein du conseil d'administration. Puis après ça, on a des gens qui sont des membres de soutien, soit des entreprises, ou soit des gens qui ont investi des montants importants qu'on considère comme soutien, pour lesquels il y a 2 postes de réservés. Fait que ce mélange des 3 types-là, dans la coopérative de solidarité, c'est ça. Ce mélange des 3 types-là, ils s'assoient ensemble, puis c'est eux autres qui déterminent le développement. C'est eux autres qui prennent des décisions sur, on s'en va-tu par là, on s'en va-tu par là. Puis le conseil d'administration, une fois par année, rencontre l'Assemblée des membres pour faire une reddition de compte sur l'ensemble des opérations, des activités, la planification stratégique, le développement, où est-ce qu'on s'en va avec cette île-là, qu'est-ce qu'on va faire dans 2 ans, dans 5 ans. Fait que donc, c'est collaboratif, c'est coopératif. C'est pas comme une entreprise privée où, par exemple, le propriétaire décide aujourd'hui, on vire à gauche, on vire à gauche. Là, ici, si quelqu'un dit on vire à gauche, il faut qu'il en convainque 8, puis peut-être 35. Fait que ça assure une certaine forme de continuité. Parce qu'une chose qu'on veut, nous autres, c'est que dans 50 ans, ça existe encore, puis ça soit encore une propriété publique, que ça soit ouvert à la population, qu'il y ait... on aimerait bien que ça garde la vocation culturelle et tourisme social et développement durable. C'est des valeurs qu'on a. Moi, je vois un beau futur. On est très encouragés et puis on a plein d'idées de développement encore parce que là, on a l'île du Repos que vous avez visitée, mais là, on a l'île Brouet à côté qui est 2,5 fois plus grande, qui est une île présentement de conservation. Il y a quelques emplacements pour du camping sauvage, un abri, 2 toilettes sèches. Mais tu sais, on pourrait peut-être faire des choses de l'autre côté aussi pour des gens qui viennent ici, mettons, en kayak, puis qui pourraient aller camper là-bas, puis tu sais, c'est un concept. Fait qu'il y a de la place, il y a encore de la place à beaucoup de développement. On n'a même pas fini de mettre en valeur l'île du Repos avec tous nos rêves qu'on a, là. J'espère que dans 50 ans, ça va être encore là, puis ça va être un peu le même concept. Mais moi, je suis quasi certain que ça va continuer parce que les jeunes qui arrivent ici, qui rentrent dans l'organisation, c'est la même philosophie, ils sont empreints de la même philosophie. Ils pensent pareil. L'intérêt pour eux autres, c'est que ça soit communautaire, qu'il y ait des choses qui se fassent en groupe, qu'il y ait des décisions qui se fassent en collégialité, qu'il n'y a pas de hiérarchie, là, tu sais, de dire, il y en a toujours, la hiérarchie,
c'est indétournable, mais que le concept de grand cercle de décision, ça continue, là. D'avoir plusieurs amis, pas juste des amis, mais je veux dire dans le sens des collaborateurs. Parce que, premièrement, une entreprise d'économie sociale, par définition, ça demande un regroupement de personnes pour la créer, puis pour la faire vivre. Fait que ça prend plusieurs personnes, puis ça prend aussi quelqu'un qui est prêt à travailler longtemps pour une idée qui ne va pas l'enrichir personnellement, mais qui va enrichir la communauté. Parce que ça, je l'ai vu des fois, des gens qui ont parti des entreprises sur l'économie sociale, puis là, quand ils sont aperçus qu'il y avait une section qui était payante, ils ont sorti ça de là, puis ils ont privatisé. Fait que ça, si quelqu'un qui veut partir d'une entreprise d'économie sociale, il faut qu'il se dise que c'est pas dans le but d'en faire une entreprise privée éventuellement. Parce que sinon, on détourne la philosophie de l'économie sociale. Là, ça veut dire on socialise le risque, puis quand c'est payant, on privatise. Non. Fait que, si tu veux partir d'une entreprise d'économie sociale, ça te prend une bonne idée, ça te prend des bons collaborateurs, puis ça te prend une volonté puis des valeurs qui respectent le principe de l'économie sociale. C'est collaboration. C'est sûr et certain. Parce que l'économie sociale, c'est pas le fait d'une personne, c'est le fait d'un groupe de personnes qui travaillent ensemble. C'est sûr qu'il peut toujours avoir une personne qui est plus leader. Je ne dirais pas meneur, mais leader, parce que il y a quelque chose de... Tu sais, ça prend quelqu'un qui est prêt à faire plus que les autres un peu pour pousser l'idée, là. Mais ça prend du monde autour. Ça, c'est essentiel. Pour ça que collaboration, c'est le mot-clé. Moi, je travaille en français. 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 Moi, je travaille en français.